Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à cet atelier. On a un peu plus de monde qu'hier, donc c'est une belle journée qui s'annonce. Euh, du coup, je me présente rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, c'est Olivier Alloire. Je suis directeur de l'Institut GC. On est basé à Rennes. On est une équipe de 10 personnes. Voilà, on est spécialisé en études de public et de non public depuis plus de 17 ans. Donc certains nous connaissent ici, hein, ça fait plus de 8 ans qu'on vient au CITEM et qu'on vous présente tous les ans un atelier et qu'on a un stand pour échanger. Donc voilà, on intervient sur toute la France. Lorsque j'ai créé la structure, on était spécialisé que sur la culture et le tourisme. Et depuis une dizaine d'années, on a aussi ouvert nos missions sur d'autres domaines d'intervention, comme vous pouvez le voir, institutions, entreprises. Ce qui est intéressant parce que ça permet aussi de travailler sur d'autres missions et d'autres méthodes qu'on peut appliquer aussi dans nos études dans le domaine de la culture. Donc aujourd'hui, à peu près 50% de notre activité et 30 à 40 études par an sont réalisées dans le domaine culturel et touristique. Donc ça va un petit peu sur l'analyse de données que vous pouvez avoir en interne sur de la billetterie, applications, sites internet, des CRM et autres. Et ça risque de se développer cette partie-là dans les prochaines années. Vous êtes tous à vous équiper de plus en plus de billetterie, de CRM, et du coup, vous avez de plus en plus de data à analyser. La grosse demande se fait beaucoup sur les études de public. Alors quand on dit public, c'est la cible, mais derrière, on y met un peu ce qu'on veut selon la demande de chaque lieu et événement culturel. Ça peut aller jusqu'à de l'impact économique. Et effectivement, dans les études de public, ça peut être de la satisfaction, de la motivation, du parcours de visite lorsque c'est un lieu, voilà, de l'expérience visiteur au sens large. Et ça peut aller aussi sur des études de notoriété d'image qu'on avait présentées un peu l'année dernière, avec plusieurs missions qui avaient pu être réalisées pour le musée des Confluences et pour d'autres sur des études. Alors c'est de notoriété, mais souvent on touche du coup des publics potentiels, ou soit qui viennent ou qui ne viennent pas. Et après, ça peut aller sur des études plus prospectives où on estime derrière des fréquentations, des impacts économiques, ou même travailler sur le contenu de refonte de lieux ou de création de lieux. Donc voilà, quelques références, hein. Je présente un peu la même diapo tous les ans, là j'ai pas eu le temps de mettre à jour. Vous pourrez aller voir sur notre site internet. Voilà, on a accompagné plus de 200 à 300, j'ai plus le chiffre exact, mais lieux et événements culturels, des festivals, des musées, des lieux de spectacle, et aussi des grands événements métropolitains. Vous voyez l'île 3000 dans le cadre de la MEL, qu'on accompagne sur des études, notamment sur la saison Eldorado et Utopia, où on a fait une grosse étude des publics et d'impact économique. Sur les références qu'on peut avoir en lieu de visite, musée, château ou autre, voilà, vous en avez quelques-uns, et il y a certaines personnes avec qui on travaille qui sont ici, notamment le musée de l'Armée, la Cité des Sciences, et pas mal d'autres. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. D'habitude, je fais intervenir plusieurs personnes qui peuvent parler de la mission et à quoi la mission d'étude peut servir. Là, je me suis dit, j'ai réfléchi, on a réfléchi en équipe, tiens, qu'est-ce qu'on peut vous amener de différent. Certains ont peut-être participé à des webinaires qu'on avait mis en place en 2020 et 2021 pendant les fermetures des lieux et pendant la crise sanitaire, où on voulait voir est-ce que le fait à réouverture ou même quand les lieux étaient fermés, est-ce que les publics avaient toujours des pratiques culturelles. Bon, pour le coup, c'était en ligne quand les lieux étaient fermés, et voilà, c'est quelque chose, des indicateurs qu'on avait pu mettre à disposition. Vous avez ces études qui sont disponibles sur notre site. Je vous enverrai éventuellement le rapport à la fin après le salon. Mais voilà, on s'est dit, tiens, c'est des indicateurs qu'on n'a pas, on veut on veut les suivre dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le premier baromètre des publics des musées. Je vais revenir sur la méthode après, mais voilà, c'est resuivre des indicateurs qu'on avait pu suivre en 2020-2021, qui n'ont pas été mis à jour, et d'amener d'autres éléments aussi. Et alors ce baromètre se veut un peu contributif, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien continuer, parce que c'est de notre propre fait, c'est pas une commande, de le suivre dans le temps.
Et après, si certaines institutions, ou peut-être avec certaines institutions avec qui on travaille déjà, il se veut contributif, c'est-à-dire soit à partager, hein, ou soit de le compléter avec des problématiques que vous pourriez avoir plus larges que juste vos publics, mais sur les publics, ou sur, je sais pas, sur tout ce qui est immersif, tout ce qui est l'accueil, ou même sur des choses plus, même des expositions ou autres, hein, des thématiques d'exposition, ou sur la fidélisation. On m'a questionné aussi là-dessus. Voilà, donc c'est des premiers éléments de cadrage qui sont intéressants à voir pour vous quand vous allez retourner après chez vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'interrompre aussi si vous avez des questions. Attendez pas la fin de ma présentation. N'hésitez pas à intervenir. Le but, c'est qu'on échange, quoi. Donc, sur cette étude, en termes de... Voilà, on s'est resuivi comment sont aujourd'hui, enfin, quelles étaient en 2022 les pratiques culturelles sur site, c'est-à-dire les sorties culturelles. Est-ce elles avaient diminué en 2020-2021, même à réouverture? Et on l'a pu constater, les fédérations de spectacles, de cinéma, de musées avaient constaté une baisse. Là, on va voir ce que ça donne. Et aussi voir comment les pratiques en ligne ont évolué, que ce soit les visites virtuelles de musées, de concerts live et autres, même si là, je ne vous présente pas trop ce qu'on a posé comme question sur les concerts, puisque aujourd'hui, ce n'est pas forcément la cible. Mais je le présenterai au webinaire, ou si vous avez des questions, je pourrais le dire. Donc, comment les pratiques en ligne, est-ce qu'elles ont attiré de nouveaux publics? Ça, on va le voir. Est-ce qu'elles remplacent? C'est quelque chose qu'on avait aussi envisagé. Est-ce qu'elles remplacent ou est-ce qu'elles complètent les visites sur place? Et est-ce qu'on peut s'en passer? Donc ça, on l'a interrogé. Après, autre chose, voilà, c'est aussi un indicateur qu'on suive. Comment les Français s'informent-ils en général sur leurs sorties et activités culturelles? C'est des choses qu'on questionne dans nos études de public. Et souvent, on nous demande, bah oui, mes publics s'informent de telle manière, mais est-ce que ça correspond à la manière dont s'informent les Français en général? Donc ça dépend aussi selon les typologies de public et tout ça, il peut y avoir des différences, mais ça amène quelques éléments sur quel support et quels réseaux sociaux ou sur Internet et sur quel support aussi. Voilà, les moments et les modes d'achat, je trouvais ça intéressant parce que avec le Covid, il y a eu des changements de comportement avec de l'achat de billets en ligne très fort parce qu'il fallait réserver sur certains lieux. Ça a rebaissé un peu. Nous, on le suit aussi avec les lieux pour qui on travaille. Mais c'était intéressant de voir comment ça a évolué. Donc là, je ne peux pas le faire de comparaison avant, j'ai pas d'éléments à l'échelle des Français, mais vous allez voir, c'est intéressant d'avoir ce premier constat cette année. Et ensuite, on a reposé quelques questions, puisqu'en 2017, on vous avait présenté aussi sur un atelier, on avait fait une étude en collaboration avec Universcience sur le musée de demain. On avait posé voilà, comment les Français et ceux qui ont de l'appétence et qui ont l'habitude de fréquenter des lieux de visite, et notamment musées, quelle image ils avaient du musée aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'étude aussi sur notre site. Et, voilà, comment ils voient le musée de demain. Donc on avait ciblé à partir d'items qu'on avait construits avec un atelier qu'on avait fait créatif avec différents membres du musée. Donc on a voulu resuivre ça dans le temps et reposer certaines modalités. Et puis, qu'est-ce que ça va donner cette année? Est-ce que les Français, je dis les Français, mais on aurait aussi pu faire une enquête sur la clientèle étrangère, mais bon, ça peut être aussi l'objet d'un approfondissement, d'aller enquêter le public étranger. Mais les Français vont-ils être présents en 2023? Donc ça, je vais dérouler les résultats. N'hésitez pas à m'interpeller. Donc comment on a fait cette enquête? Un peu de méthodo. Les enquêtes, c'est comme des enquêtes d'opinion, hein. On est passé par panel. On travaille avec des panélistes ou également via les réseaux sociaux. Il y a des entreprises spécialisées là-dessus avec qui on travaille pour faire aussi du recrutement en ligne sur certaines enquêtes, notamment Confluence par exemple. On avait fait une enquête l'année dernière qu'on a présentée où les personnes ont été recrutées par les réseaux sociaux. Mais là, en tout cas, les Français, c'est souvent par panel qu'on le fait. Toutes les enquêtes que vous avez en ce moment sur l'actualité des retraites, notamment, toutes les enquêtes d'opinion se font comme ça. Donc là, on a interrogé 1000 personnes âgées de 18 ans et plus et représentatives de la population française par panel.
Et on a mis, voilà, la méthodologie, c'est qu'on met des quotas pour que ça soit, quand on parle de représentativité, nous on se base sur des données INSEE, nombre d'ouvriers, d'employés, de cadres, d'étudiants, de lycéens, de retraités. Il faut que notre échantillon de 1000 corresponde à cette diversité et à la photographie des Français selon ces éléments-là. Donc l'enquête a été diffusée en mars, du 7 mars au 16 mars. Donc je vais aller sur les résultats. Je vais commencer par les sorties culturelles en 2022. Donc voilà, donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Donc on retrouve, voilà, on a posé alors les questions qui sont aussi posées dans l'enquête sur les pratiques culturelles des Français par le ministère, c'est les mêmes questions pour pouvoir aussi se comparer. Nous aussi, on les pose régulièrement dans d'autres enquêtes. On l'avait fait sur 2019, 2020 sur les pratiques de 2019. Donc on peut aussi le comparer. J'aurais pu mettre le logo du ministère, mais vu qu'on l'a fait, j'ai mis notre logo. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que en 2022, sur ce que nous ont répondu les Français, c'est que on est revenu. Et ce qu'on n'avait pas constaté en 2021 et 2020, où il y avait une baisse, c'est qu'on constate qu'on retrouve des pratiques quasiment similaires à 2019. Vous voyez, quand on compare cinéma, monument historique, aller au musée, vous avez le total à droite au moins une fois. 70% sont allés au cinéma. C'était 74% en 2019. Donc c'est presque revenu sur un niveau équivalent. Les monuments, on est équivalent aussi. Musée aussi. Vous voyez, concert, on est sur des chiffres vraiment assez stables, voire un peu plus sur certaines pratiques. Après, on a regardé aussi en termes d'intensité, parce que là, c'est au moins une fois. En termes d'intensité, ceux qui vont beaucoup, qu'on va appeler les pratiques occasionnelles ou les pratiques très régulières. Là aussi, en termes d'intensité, on est vraiment très proche. Je ne vous ai pas donné tout le détail, je ne voulais pas vous inonder de chiffres aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on retrouve un niveau proche d'avant-crise avec la même intensité. Ce que nous aussi, dans des études auprès des institutions, notamment musées, cette année, c'est ce qu'on a eu les retours, on a retrouvé quand même des chiffres de fréquentation proches, voire certains des années records. Mais là, je me base sur notre panel à nous et pas le panel de musées. En tout cas, c'est aussi ces tendances qu'on a pu avoir individuellement. Sur les concerts, c'est certains, nous, avec qui on travaille, spectacles, théâtre et autres, ont encore pas retrouvé une fréquentation forcément à la hauteur de ce qu'ils attendent, notamment sur les fidèles. Avec aussi, on m'en a parlé, certains qui ont pas mal de personnes qui achètent des billets et qui viennent pas. Voilà, mais en tout cas, sur ce qui est dit là, on retrouve la fréquentation de 2019. Donc c'est un constat à poser, donc c'est plutôt encourageant pour 2023. Là, même chiffre, au final, quand on a regardé qui a au moins une pratique culturelle, 85% des Français ont au moins pratiqué une sortie culturelle dans les 12 derniers mois. On était à 89% en 2019, on est quasiment, vous voyez, ça confirme, et il y a 15% des Français, ce qui était le cas aussi en 2019 à peu près, qui n'ont aucune pratique de sortie culturelle en 2022. Et quand on regarde par profil, je vous donne un peu des tendances, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos études. D'ailleurs que sur les personnes, c'est-à-dire on va dire les Français qui n'ont pas de sortie culturelle, il n'y avait pas grand-chose qui ressort en termes de typo, à part que un peu plus les familles monoparentales qui ont un peu moins de pratiques culturelles. Il y avait un tout petit peu, mais ce n'était pas significatif sur les CSP populaires. Mais par contre, ceux qui ont beaucoup de pratiques, et plus que les autres, on retrouve ce que nous, on a dans nos études de public, c'est-à-dire plutôt les jeunes, beaucoup, vous voyez, 92% sont allés, soit jeunes ou étudiants lycéens, mais c'est corrélé, et les catégories sociales supérieures, c'est-à-dire les cadres, les professions intermédiaires, qu'on retrouve dans nos études de public, ils sont, parmi les actifs, ils sont majoritaires, que ce soit sur les spectacles, sur les lieux de visite, la tendance est la même. Et ça, depuis que nous, on fait les enquêtes, ça n'a pas beaucoup évolué. Voilà, on a fait une petite classification. En gros, un Français sort 8 à 9 fois par an
dans l'année, que ça soit au cinéma, dans un lieu de visite, spectacle et autres. Donc là, c'est tout confondu. On a toujours nos 15% qui ne sortent pas, hein, qui n'ont pas de sortie culturelle. Et après, vous voyez, on a qu'on a classifié de novices, habitués, connaisseurs ou passionnés. Et vous voyez, ça se structure plutôt bien. On a vraiment 4 typologies de public. On aurait pu mettre moins de 10 sorties un peu novices, habitués, et on a les passionnés qui représentent, on a en gros un tiers, un tiers, un tiers. Ça se construit en 3 typologies. Ceux qui font des sorties culturelles, si j'enlève les 15% qui font aucune sortie, on arrive à peu près à 10 sorties culturelles par an. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on constate? C'est toujours pareil, le même constat. Plus on sort, plus on est passionné, plus on retrouve des jeunes, des étudiants et des catégories cadres ou professions intermédiaires. Et également, là, une variable supplémentaire, c'est les habitants des grandes villes qui, eux, ont une offre forcément beaucoup plus dense dans les métropoles, dans les agglos et dans les grandes villes en termes d'offres culturelles. Donc, ils sortent plus que les autres, que ceux qui sont en milieu rural ou qui, du coup, qui ont accès à des lieux plus difficilement, en tout cas qui sont plus éloignés. Est-ce qu'il y a une question déjà? Non? Je continue. Donc là, maintenant, je vais faire un focus sur donc musées, monuments et expositions. Donc là, toujours pareil. Donc là, on a cumulé, on a regardé qui a au moins fait une sortie dans un musée, un lieu de visite. On n'est plus dans le détail. C'est 71% des Français nous ont dit en 2022 avoir fréquenté un lieu de visite. Là aussi, on est proche de 2019. Le nombre moyen, c'est à peu près 3 sorties par an chez les Français. Si je regarde chez ceux qui fréquentent ces lieux, on est plutôt à 5-6. Donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Et là, on retrouve encore à droite nos profils un peu habituels. C'est plus les jeunes et encore plus les étudiants, les catégories aisées et encore les communes de plus de 200 000 habitants. Enfin, les habitants de communes de plus de 200 000 habitants qui fréquentent beaucoup plus ces lieux que la moyenne. Et du coup, indirectement, moins les autres. En termes d'accompagnement, là, c'est des choses aussi qu'on suit beaucoup dans nos études de public, qui nous est souvent demandé, c'est-à-dire les publics, c'est qui, comment ils viennent, est-ce qu'ils viennent seuls, est-ce qu'ils viennent avec des amis, est-ce qu'ils viennent en groupe. C'est ce qu'on suit sur pas mal de baromètres pour le CMN, pour le musée de l'armée, pour d'autres. Et là, on leur a demandé le plus souvent comment vous faites vos visites. Donc là, c'était intéressant. Donc ça, c'est en général. Et là, on n'est que sur les publics. On n'est plus sur ceux forcément qui ne visitent pas les lieux de visite. Donc c'est 71% des Français. Ils fréquentent en famille, en majorité, 57%. Et une part importante de ces visites en famille se fait avec enfants. On verra après ce que ça engendre dans les attentes. Le fait de venir, un tiers des visiteurs vient avec des enfants. Donc ça veut dire après, dans la manière que je vais concevoir mes offres, mes parcours, il faut intégrer ça. Parce que ça va être une attente forte. Donc famille avec enfants, ceux qui viennent qu'en couple, bon forcément, logiquement, ce sont des couples sans enfants majoritairement. Quand ils ont des enfants, ils ont quand même tendance en majorité à venir avec. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez à droite, ceux qui nous disent venir avec leurs propres enfants, ce qui est 29% des publics des lieux de visite, on a un peu plus de CSP populaires. Mais CSP populaires qui visitent, pas ceux qui visitent pas. Et ça, c'est intéressant parce que à partir du moment où on a des enfants, finalement, peu importe sa catégorie sociale, on cherche quand même à transmettre et à découvrir des choses avec ses enfants, même si les CSP populaires, c'est un peu moins que les autres, mais quand même, c'est intéressant d'avoir ce chiffre. C'est 41% des publics qui ont une catégorie sociale populaire, c'est-à-dire employés ou ouvrières, ont tendance à venir plus avec des enfants que les autres. Et on retrouve forcément des classes d'âge qui correspondent à des âges où on a des enfants. On retrouve aussi les familles monoparentales et les couples avec enfants, forcément. Par contre, ceux qui viennent avec entre amis, on retrouve plus les jeunes, qui viennent accompagner d'amis, et les personnes seules. Là, on retrouve
qui ont une intensité plus forte aussi de visite, on retrouve nos habitants de grandes villes qui, eux, sortent plus aussi, hein. On l'a vu, hein, dans les profils, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en plus, ils sont capables de faire une visite seuls. Je continue. Là aussi, un autre indicateur qu'on voulait suivre. Bon, je ne peux pas le comparer. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, oui, juste ici, je reviens. Ça, c'est des choses aussi qui sont dans la tendance de ce qu'on a dans nos études. Ça dépend après des lieux de visite, hein. Il y a des lieux de visite où il y a beaucoup moins d'enfants, mais ça dépend des thématiques proposées. Et il y a des thématiques où c'est encore plus jeune parce que ça attire plus d'étudiants. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Donc le mode de réservation de billets, où on en est aujourd'hui, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de musées qui sont en train en ce moment, ou qui se sont équipés de vente de billets en ligne. Dans le spectacle vivant, ils avaient déjà avancé pas mal là-dessus. Mais là, en ce moment, j'en entends beaucoup qui sont venus hier et qui viennent aujourd'hui, ou avec qui on discute, qui ont mis en place pas mal de choses de billetterie en ligne, et souvent en plus de CRM en complément. Donc là, voilà où on en est aujourd'hui. 55%, alors c'est le plus souvent, ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas sur web, mais 55% des Français nous disent, enfin des Français qui vont au musée, donc des publics, hein, de lieux de visite, nous disent acheter son billet à l'avance. Donc certains vont nous dire, si on regarde individuellement, c'est pas ce que j'ai. Effectivement, moi j'ai des institutions, c'est que 5 ou 10% la vente sur Internet. J'en ai d'autres, c'est 50-60%. Ça dépend des lieux, mais voilà, en tout cas, c'est intéressant, c'est que c'est une pratique qui commence à s'ancrer, ce qui était moins le cas avant sur les lieux de visite. Et là, voilà, c'est quand même, ça prend quand même beaucoup, donc ça pose pas mal de questions. Donc 55% à l'avance, et on a encore 43% sur place. Et quand on regarde par profil, le sur place, c'est encore beaucoup les personnes âgées, les retraités. Et du coup, c'est eux aussi qui sont en couple sans enfants. Ils viennent plus en. Donc, c'est ceux qui viennent avec leur conjoint ou conjointe. Et à l'inverse, ceux qui achètent plus sur Internet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retraités, mais c'est plus cela. On retrouve les familles et les catégories sociales supérieures. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de le savoir, et ça pose du coup une problématique derrière, de se dire, avant notre public, on commençait à avoir un lien avec lui au moment où il venait au musée ou visiter mon monument. Aujourd'hui, le lien se fait largement à l'avance. Ça veut dire que la relation que vous allez avoir avec votre public peut se faire en amont. Donc ça soulève plein de problématiques derrière. Des problématiques marketing, des problématiques de communication, des problématiques comment dire, de contenu, parce que ça veut dire qu'on peut commencer à lui apporter des éléments de visite et d'offres avant. Voilà, ça engendre plein de problématiques de relations avec le public qu'on n'avait pas avant. On l'avait quand il venait sur place, éventuellement après. Mais là, maintenant, on l'a avant. Donc, on peut construire tout un parcours visiteur bien à l'avance. Mais ça veut dire qu'il faut le connaître, son public. Et du coup, de proposer des choses adaptées selon les typologies de public. Qu'on vienne avec des enfants, qu'on vienne seul, qu'on soit habitué, pas habitué, ou qu'on vienne sur une visite où on cherche pas à avoir trop de contenu et faire une visite plus rapide. Et il y en a d'autres qui cherchent beaucoup plus de médiation. Donc voilà, ça c'est intéressant de le suivre, parce qu'après, on peut rentrer dans différents sujets. Oui. Vous avez la formulation en haut. C'est le plus souvent, vous achetez ou réservez vos billets lorsque vous visitez un musée, un lieu d'exposition ou un monument historique. Comment? Sur place ou en ligne? Non, on n'est pas allé jusque-là. Ça peut être un approfondissement. Le autre, là, vous me posez une colle. J'ai plus les chiffres en tête. Enfin, c'est sûrement peut-être. Je peux pas vous répondre. J'ai pas là le détail. C'est autre et on a du détail, mais là je l'ai pas préparé pour aujourd'hui cette question-là. Non, non, mais allez-y. Oui, ça peut être sur le site de l'institution ou sur un site revendeur ou une visite guidée. Maintenant, il y a plein de revendeurs, mais en tout cas, voilà, c'est à l'avance.
sur un site en ligne. Mais je n'ai pas le détail. Donc effectivement, ça peut être quelque chose, quand je parlais de thématiques, qu'on pourrait creuser et approfondir avec un questionnement beaucoup plus important sur cette thématique-là. Donc là aussi, on leur a demandé, vous achetez selon le mode d'achat. Mais là, j'ai préféré vous le montrer que sur celui qui achète en ligne, à quel moment il fait. Donc forcément, celui qui a acheté sur place, là, c'est pas présenté, là, on n'est que sur les acheteurs en ligne. Mais je l'ai en tête. C'est beaucoup achètent, ça arrive la veille, mais c'est surtout le jour même, ce qui est pas surprenant, forcément. Mais du coup, on l'a focusé sur ceux qui achètent en ligne. Et vous voyez, 52% achètent son billet une semaine, voire plusieurs mois à l'avance. Donc ça, c'est intéressant. Et on a aussi 30% qui l'achètent quelques jours à l'avance sur ceux qui achètent en ligne. Je précise bien, on est sur les acheteurs en ligne. Et il n'y a que 16% qui l'achètent le jour même, pas forcément sur place, mais il l'achète directement via son smartphone ou de chez lui, ou en tout cas sur un support pour pouvoir l'acheter avant de venir et éviter de faire la queue et de passer directement en coupe-fil. On a effectivement 30% qui achètent plus de 2 semaines à l'avance. Ouais. Mais donc maintenant, je vais passer sur une autre thématique, c'est les pratiques culturelles en ligne, un indicateur qu'on a suivi en 2020-2021. Je vous enverrai les liens des études. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors, on avait constaté, alors 2020, c'était une étude avec Universcience, qui nous avait demandé cette étude parce qu'on devait en faire une autre. Et puis finalement, ça s'est centré là-dessus parce qu'on ne pouvait pas la faire sur le site. On s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de suivre les pratiques en ligne. On l'a refaite en 2021 parce qu'on a eu une fenêtre de tir sur une autre étude début 2021 sur 10 000 Français. Et on l'a refaite du coup cette année. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Alors, j'ai pas tout mis, je vous ai quand même mis le spectacle, mais après, j'ai enlevé le détail. Mais je me suis dit, vu que certains aujourd'hui programment quand même des spectacles dans leur lieu de visite, ou ont une programmation, c'est intéressant de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y avait une forte progression entre 2020 et 2021, par exemple, sur tout ce qui est visite virtuelle, d'expos, musées, découverte des œuvres d'art. On a vu une progression, on était passé de 7% des Français pendant le confinement en avril 2020. Et 7 mois après, on était passé à 14%. Il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été proposées. Et puis petit à petit, il y a aussi des choses en termes d'ergonomie, de facilité d'accès qui ont été proposées par certaines institutions. Et vous voyez, il y avait une forte augmentation. Plus 7 points, il y avait eu sur le visite virtuelle. Les concerts, c'était pareil. Que ça soit retransmis en direct ou en replay, on avait eu plus 15 points et 13 points. D'ailleurs, c'était sur ces choses-là qu'on avait une forte augmentation. Et plus 13 points sur les conférences en ligne. Et vous voyez, sur 2021, entre 2021 et 2022, la progression est finalement assez légère, même on peut dire presque stable, parce qu'on est sur une marge d'erreur, on interroge 1000 personnes, on est sur une marge d'erreur de 3%, donc on est quasiment, on peut dire, stable, donc c'est une progression vraiment très légère, alors que l'augmentation est plus forte sur tout ce qui est live, spectacle et concert, que ce soit en replay, où là on a quand même une augmentation, on passe de 20 quasiment à 30%. Et les conférences en ligne, vous proposez pas beaucoup aussi de conférences dans les propositions en dehors des expositions. Ça aussi, bon, moi c'est passé à 20%, c'est en nette augmentation, on va le voir après. Moi, c'est des choses où j'ai eu des retours par certaines institutions ou même d'ailleurs des bibliothèques. Il y a certains lieux qui font pas mal de conférences. Ils constatent une nette baisse des conférences, des gens qui viennent sur place parce qu'on est sur un public, du coup, qui préfère regarder les conférences en ligne. On va le voir après sur les résultats. Ça se confirme dans la pratique. Donc, vous voyez finalement une progression des pratiques en ligne qui se stabilisent sur tout ce qui est musée, expo, monument, et qui est en augmentation sur tout ce qui est spectacle et conférences.
Donc du coup, si là, en focusant que sur les musées, voilà, vous voyez, donc on n'est qu'à 16%, et en plus on est sur une pratique ponctuelle. On reste sur une pratique ponctuelle. Vous avez le bleu clair, hein, c'est 1 ou 2 fois dans l'année, donc ça reste assez ponctuel. Peu ont des pratiques régulières. En moyenne, alors parce que beaucoup n'en font pas, on n'est qu'à à peine une visite virtuelle en ligne par an. Si je regarde, si je focus que sur les 16%, on est à 3. Donc, comparé aux sorties culturelles, c'est la sortie culturelle et on multiplie par 3 ou 4. Je vais vous le montrer après. Donc là, on aura demandé, depuis le confinement, vous pratiquez cette activité de visite virtuelle, d'expo, plus souvent ou moins souvent. On voit que ceux qui pratiquent, donc je rappelle, on est stable, et on voit que c'est un petit peu plus souvent. On n'est pas sur, et un petit peu moins souvent, mais l'écart est que de 6 points. Donc en gros, la pratique a un petit peu évolué sur ceux qui le font. Ils le font un petit peu plus souvent, mais c'est ceux qui ont pris l'habitude, et vous voyez, c'est ceux qui ont plus de 3 visites virtuelles à l'année, qui eux ont une pratique beaucoup plus régulière. Les autres, c'est stable, ils restent à 1 ou 2 fois dans l'année, mais pas plus. Je vous ai pas présenté le concert, parce que là, je me suis dit que c'était pas forcément les personnes cibles aujourd'hui. Et sur les conférences en ligne, par contre, je voulais présenter parce que pas mal font des conférences. Ça a pas mal augmenté. On est passé de 7 à 20% en 2 ans. Et là, par contre, c'est un peu plus, hein. On voit que la pratique est un peu moins ponctuelle. Elle est un peu plus régulière. C'est moitié-moitié, en gros, hein, qui font plus de 3 fois et face à ceux qui font 1 ou 2 fois. Et là, je vous ai mis en dessous les écarts parce que là, il y avait des vrais écarts de profil. On retrouve pas mal de jeunes qui ont des pratiques en ligne, hein, mais c'est plutôt des jeunes, plutôt des gens des habitants des grandes villes, beaucoup plus, et des CSPE. Donc là, on retrouve les profils de ceux qui sont habitués à faire aussi pas mal de sorties culturelles. Et là, eux, les conférences, vu qu'on est en plus sur des temps courts, souvent les conférences, ça dure 1 heure, voire 1 heure et demie, voire un peu plus, et là, il y a un vrai intérêt. Et par contre, du coup, quand on regarde après la pratique, là, ils font beaucoup plus souvent. Donc ça, c'est ce public-là qui commence enfin, la pratique augmente. Là, on va sûrement moins les retrouver in situ sur à l'avenir, mais on va sûrement moins les retrouver en pratique, en sortie pour aller voir des conférences sur place. Est-ce que c'est le même public qui faisait des conférences, enfin, qui fait plus de conférences en ligne, qui était en conférence sur place avant? Là, je ne vous l'ai pas présenté, mais on l'a dans l'étude. Et ceux qui ont des pratiques en ligne, même si on n'est que sur 20% sur les conférences et 16% sur la visite virtuelle, c'est des gens qu'on retrouve sur place. De toute façon, déjà. C'est ce qu'on avait vu en 2020. Olivier, c'est avec Olivier qu'on avait fait l'étude, Richard d'Univers Sciences. C'est ce qu'on avait constaté sur l'étude de 2020, c'est les pratiques en ligne. On retrouvait un public qui était un peu frustré de ne pas pouvoir venir sur site et qui faisait des pratiques en ligne. On avait un petit peu recruté un nouveau public, mais il était très minoritaire. Et c'était un public plutôt qui n'ont pas accès à la culture, mais qui était quand même dans les profils habituels, CSP, haute, etc., mais qui était plutôt dans les zones rurales. Et qui, du coup, on a attiré ce public-là avec plus. Alors là, j'ai des réponses à l'échelle individuelle pour des lieux pour qui on travaille. Je prends l'exemple, par exemple, des Champs Libres à Rennes, pour ceux qui connaissent. Ils ont toute une programmation de rencontres et débats avec beaucoup, beaucoup de conférences. On avait fait l'étude de public et ils ne les proposaient pas en ligne à l'époque. Et depuis réouverture, beaucoup se font en ligne. Et effectivement, ils perdent du public. Ils perdent du public sur site. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en gagnent pas. Il y en a autant, voire plus, parce qu'il y a aussi les conférences qui sont retransmises en direct.
Non, pas forcément. Visite virtuelle, ça peut être une expo que vous proposez, ou même visiter le musée, ses collections. Beaucoup proposent ça maintenant, où on peut visiter le musée virtuellement et ce qu'ils proposent, ses salles, etc. Ça peut être des visites proposées guidées. Il y avait des choses qui avaient été proposées. Nous, on avait questionné à ce moment-là les offres en 2020 sur est-ce que les Français étaient intéressés par des visites guidées, du coup, soit virtuelles ou accompagnées, c'est-à-dire qu'il y a un médiateur et le médiateur est là et fait la visite live. Voilà, on avait questionné ça. Là, je ne l'ai pas questionné parce que voilà, j'ai ciblé des indicateurs. Ça peut faire l'objet d'approfondissement parce que on ne pouvait pas tout questionner. Et vu que c'est de notre propre initiative, il n'y a pas une commande derrière, ça prend du temps de faire ça. Mais ça peut être effectivement des choses, c'est des choses qu'on avait approfondies en 2020, où on avait focusé. D'ailleurs, on avait fait aussi du Cali avec des ateliers et des focus group que sur ceux qui ont des sorties culturelles et aussi des pratiques en ligne. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, les conférences, en plus, c'est plus facile de les proposer en live. Bon, aussi thème, là, c'est pas fait. Je fais un petit clin d'œil, ça pourrait être pas mal de les diffuser en live. Il y aurait peut-être plus de public. Et moi, par exemple, je fais beaucoup de webinaires maintenant et ça marche très bien. Autant que là, finalement. On change aussi nos pratiques. Aujourd'hui, il y a des salons, il y a beaucoup de salons. Et au final, on peut aussi attirer pas mal de lieux et institutions. C'est les webinaires. Vous avez sûrement plus de pratiques où vous regardez vous aussi plus. C'est plus facile. On peut rester entre guillemets dans son canapé, se connecter à la conférence. Et en plus, on le voit dans les conférences les conférences en ligne. On avait plus de couples avec enfants, je l'ai dit tout à l'heure, de CSPO. Donc du coup, pour eux, les conférences, c'est souvent le soir. Faut faire garder les enfants, faut une babysitter, faut tout ça. Alors que là, on peut les coucher et on peut regarder sa conférence tranquillement de chez lui, chez soi. Donc ça, c'est une vraie. Le musée, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Et on voit bien que là, on a une forte progression. Et en plus, en termes d'intensité aussi. Bon, voilà. Et après, on a refait aussi des typologies, mais vous voyez, on est sur une pratique déjà. Beaucoup n'ont pas de pratique, ne vont pas en ligne, et on va essayer de le suivre dans le temps pour les autres années. Et sinon, ceux qui ont des pratiques, ça reste des pratiques ponctuelles, un petit peu assez régulières, mais comparativement à ceux qui sortent, c'est beaucoup moins. Vous voyez, ici on a comparé. Alors j'espère que je vous inonde pas trop de chiffres, mais en gros, là on compare la pratique en termes de soit de nombre de sorties culturelles, ou soit en nombre de pratiques en ligne, de 0 à plus 10. Donc on voit bien l'écart. Hein. On voit bien l'écart. C'est plus stable sur la ligne bleue, c'est les sorties culturelles. La ligne noire, c'est les pratiques en ligne. Donc on voit bien que la pratique est beaucoup plus forte en sortie culturelle. Ceux qui le font 10 fois, c'est 5 fois plus que les pratiques en ligne. Donc il y a quand même une envie quand même forte toujours de venir sur place. Donc ça, c'est plutôt quand même encourageant. Mais il y a quand même une demande et elle doit exister. Et ça fait le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le lien avec le public qui achète en avance. Et là, on peut réfléchir à l'alimenter. Impact de ces pratiques, on leur a demandé est-ce que ces pratiques en ligne, et c'est quelque chose qu'on avait évalué, est-ce que c'est des pratiques de substitution ou est-ce que c'est des nouvelles pratiques? Là, ce qu'on voit, et c'est ce que j'ai dit tout de suite, c'est ces pratiques n'ont quasiment pas d'impact en très grande majorité sur les sorties culturelles. Donc, ce qui se confirme avec ce que j'ai dit avant, ça veut dire que ceux qui ont des pratiques en ligne continuent à sortir. Ça ne remplace pas, ça diminue et remplace pour 17% de ceux qui ont des pratiques en ligne. Donc, je rappelle, hein, ça reste très minoritaire chez les Français. Donc, rapporté à ceux qui y vont, ça reste faible. Et on l'a vu, c'est sur ceux qui ont un peu moins, qui ont plus de difficultés à sortir. Soit ils ont des enfants, soit ils ont une difficulté d'y aller parce qu'ils sont plus âgés. C'est surtout ça qui ressort. Et par contre, pour certains, ça augmente. Ça augmente la pratique, ça prolonge la sortie culturelle. Et encore plus pour ceux qui ont déjà des pratiques en ligne ou qui sortent régulièrement. Vous voyez, ceux qui vont plus de 5 fois au musée, monument, et qui ont une pratique intensive, 41% disent ça augmente mes visites et mon envie d'aller sur place. Donc ça, c'est intéressant. On l'avait vu déjà en 2020. Ça substituait parce que les lieux étaient fermés, mais on était sur un public déjà acquis en grande majorité. Mais voyez,
pour moi, la réponse que je peux donner à ça, c'est qu'il faut continuer à développer ça. C'est-à-dire que ça vient compléter, ça vient enrichir et ça donne envie à ceux qui viennent régulièrement de revenir. Les jeunes et les habitués. Alors, on a proposé des propositions. On leur a dit quelle est la phrase qui vous correspond le mieux sur ceux qui ont des pratiques en ligne et ce qu'ils apprécient qu'elles existent, ce qui pourrait s'en passer. Donc, ça valide ce que je viens de dire tout de suite. 66% apprécient qu'elles existent. Par contre, 29% pourraient s'en passer. Là, je ne l'ai pas mis. Il n'y avait pas trop d'écart selon les profils. Un tout petit peu, mais c'était pas... on n'avait pas 10 points d'écart, c'était un peu plus ceux qui ont un peu moins de pratique. Mais plus on est passionné, et on le voit ici, j'apprécie qu'elles existent, on retrouve un public de personnes qu'on retrouve beaucoup sur place ou qui ont beaucoup de pratiques en ligne. Ceux qui pourraient ne pas s'en passer, c'était 5%. Alors ça reste mineur, puisqu'on n'est que 20% qui ont des pratiques en ligne. On retrouve, vous voyez, les couples sans enfants, et du coup liés à l'âge. On parlait de conférences en ligne, mais là, c'est parce que ça permet d'avoir accès à des contenus sans à chaque fois m'organiser pour faire garder mes enfants si ce n'est pas une sortie que je veux faire avec mes enfants. Et on retrouve les conférences en ligne. Voilà, j'en ai fini sur les pratiques en ligne. Pareil, là, on pourrait creuser. Mais ça donne des premiers éléments de cadrage. Les modes d'information, donc là je reviens, on sort du en ligne, c'est comment s'informent les publics, en général, sur les sorties et activités culturelles qu'ils vont faire. En premier lieu, on a le numérique à 68%, qui est détaillé, alors c'est 44% sur Internet et 37% sur les réseaux sociaux. Ça ne se cumule pas, hein, parce qu'on est sur une question à choix multiples, mais près de 70% utilisent le numérique pour s'informer. Après, on retrouve le bouche à oreille qui reste important. Et ensuite, on a l'affichage, qui est souvent le support d'appel pour des expos, pour un spectacle, pour un festival. On le sait, c'est un support d'appel qui permet de susciter l'intérêt. Et ensuite, la personne va aller s'informer sur Internet directement ou sur les réseaux sociaux. Et ensuite, un peu après, on a un peu la presse qui, là aussi, permet de susciter l'intérêt, moins que l'affichage. On l'a cumulé, vous voyez, hein, presse gratuite, c'est 9%, mais cumulé, c'est 20%. Enfin, pas cumulé, parce que ça ne se cumule pas, mais 20% utilisent la presse pour s'informer. Et ceux qui utilisent la presse, c'est un peu plus les diplômés, les personnes âgées, qui utilisent plus les journaux des collectivités, la presse gratuite, etc., ou la presse spécialisée pour s'informer. Et ça, c'est ce qu'on a dans nos études de public aussi, c'est ce qu'on retrouve. Par contre, sur Internet, on va y venir après, parce que j'ai un focus là-dessus. Mais voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée et des priorités en termes de support d'information culturelle pour s'informer. Alors, l'information, elle est large, hein, ça peut être sur les informations pratiques, le contenu, voire aller chercher des choses en ligne que je peux aller retrouver. Mais ça, je n'ai pas creusé davantage sur quoi je m'informe. Et là, c'est le détail d'Internet et réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a sur Internet ? Le premier réseau social, c'est Facebook, sur lequel les gens s'informent. 33%, donc ça, on va le suivre dans le temps. Moi, je le suis pas mal sur des lieux que je suis ou des festivals. Facebook a tendance à diminuer ces dernières années au profit d'Instagram et au profit de TikTok. Donc TikTok qui reste encore un peu bas, mais qui est en progression. Donc sur les festivals, c'est en forte progression. Sur les musées, là, j'ai pas l'info encore. Je l'aurai peut-être l'année prochaine quand ça va, j'aurai plus de données. Mais en tout cas, sur les festivals, ça augmente beaucoup sur les festivals de musique actuelle. Et Facebook a une tendance quand même baissière. Et je l'ai vu hier sur un partage LinkedIn de Facebook en général d'ailleurs. Et il est en baisse hein, d'inscrits, même si ça reste encore à 25-30 millions d'inscrits actifs. On peut être inscrit sans être actif, mais ça a tendance à baisser au profil d'Instagram. J'ai pas le LinkedIn n'est pas sorti là. Ça aurait pu sortir sur la cible pro parce qu'il y a aussi beaucoup de contenu qui passe là, mais là il sortait pas.
Mais voilà, là c'est un constat à l'instant T. Moi je sais qu'Instagram est en forte progression, notamment auprès de la cible jeune ou allez, moins de 35 ans. Facebook maintenant, il y a 7-8 ans c'était les jeunes, ils sont de moins en moins dessus. C'est plutôt la cible plus de 30 ans qu'on a sur Facebook. En tout cas, sur les sorties culturelles et nous sur les institutions qu'on suit ou les festivals. Et sur les sites internet, on retrouve beaucoup le site officiel de votre commune, le site culturel et aussi des sites internet qui recensent toutes les sorties que je peux avoir sur ma ville, sur ma commune, qui est aussi souvent citée. Un petit peu l'office du tourisme pour ceux qui voyagent. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. J'arrive presque à la fin, j'ai pas regardé l'heure. Ah, j'ai même fini, donc je vais essayer d'aller vite. Attentes et projections auprès des Français. Donc là, je vais assez vite. Ça, c'est ce que je vous ai dit. On avait posé des questions en 2017 sur le musée de demain et sur les attentes sur certains services et autres. Là, je vous les montre. On est un peu dans les tendances qu'on avait pu avoir, même si en 2017, on focusait sur des publics qui fréquentaient les musées. Là, c'est sur les Français. Mais on a regardé sur ceux qui ont aussi des pratiques lieux de visite, c'est assez proche. Mais voilà, c'était tout ce qui est autour des expos. Qu'est-ce qu'il y a en attente? Donc, c'est intéressant. On n'est pas sur des choses forcément avec des modalités très importantes, mais on a la part, en premier lieu, un lieu dédié au pique-nique qui doit être autorisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça revient souvent et j'avance parce qu'il faut que j'avance. Ça revient beaucoup chez les jeunes et surtout chez les familles. Chez les familles, on l'a vu, 35% viennent avec des enfants. Ils ont besoin d'un lieu. Et ça revient d'ailleurs, et j'avance pour aller plus vite, sur les espaces de détente et les espaces de restauration. C'est les mêmes profils qui demandent plus des lieux autour pour pouvoir rendre agréable ma visite. Parce qu'on sait quand on vient avec des enfants en bas âge ou d'âge de 7 à 10 ans, les enfants s'essoufflent vite. Donc il faut pouvoir avoir des temps de pause, des temps où on est avec eux. Et ça peut être un espace dédié pour le pique-nique, un espace de restauration, un espace de détente. Donc ça revient tout de suite et c'est vraiment le profil de ceux qui viennent en famille et en plus avec des enfants. On retrouve un peu plus loin le vestiaire et un peu plus loin la librairie boutique. On avait testé le Wi-Fi. Vous voyez, 50% du public, c'est pas forcément important pour eux. Et on le sait, on sait une partie non assez significative des publics, maintenant, ont des fois envie de se déconnecter, n'ont pas envie d'être avec leur smartphone. Ils ont envie quand même de dispositifs numériques sur place, des écrans, du multimédia, mais ils veulent pas avoir tout le temps leur portable. On voit en plus qu'on est sur une visite en famille. À la visite en famille, on est à plusieurs, on n'a pas envie d'être sur son écran isolé tout le temps. Donc ça, on le voit et on sait d'ailleurs les taux de prise des applications mobiles face à l'audio guide, ça n'a rien à voir. Et dans nos enquêtes aussi qu'on a pu faire sur les audio guides et sur tout ce qui est là-dessus, on voit qu'il y a une réelle différence et ça se rejoint. Mais voilà, vous avez ces éléments-là. Voilà, c'est ce que je disais, je passe vite, mais on retrouve visite avec enfants, couple avec enfants, ont beaucoup plus envie d'avoir ces éléments-là. Et en plus, alors en plus c'est intéressant, ceux qui font pas de visite, donc qui ont peu de pratique, ou les CSP moins habitués au musée et qui viennent vraiment pour passer un moment sympa et qui n'ont pas forcément tous les codes, qui cherchent pas forcément trop de contenu, ils ont besoin d'avoir ces espaces-là. Donc si on veut ouvrir le musée aussi à des publics plus ponctuels ou même des non-publics, il va falloir aussi rendre encore plus agréable les visites et notamment les visites en famille. Finalement, ceux qui viennent le moins et qui ont des visites ponctuelles, ils ont envie de plus de tout ça. Moins ceux qui ont des visites très régulières. Eux, ils viennent pour le contenu, ils viennent pas forcément pour rester sur les espaces de détente, ils viennent pour ce que vous leur proposez en termes d'offres culturelles et moins les à côté. Et beaucoup plus ceux qui ont une visite, qui cherchent plus la convivialité. Voilà, je passe vite parce que le temps est passé. Et vous voyez, ça se rejoint ici aussi sur ces critères-là qu'il y a à l'offre, sauf la visite adaptée. Vous voyez, la visite adaptée aux enfants, c'est la première demande dans ce qu'on avait listé. 76% des Français souhaiteraient que les visites soient adaptées aux enfants. Et après, on retrouve les dispositifs numériques pendant la visite.
dans le parcours de visite. Mais vous voyez, quand on regarde le degré d'importance, la visite aux enfants est hyper important. Donc ça veut dire s'adapter à plein de choses. Proposer des offres aux enfants, proposer des parcours enfants, proposer aussi des expositions qui soient adaptées à la hauteur et tout ça aux enfants. Ça pose plein de problématiques, mais c'est un public, vous voyez, c'est un tiers de vos publics. Et du coup, en termes de dispositifs numériques, également un petit peu d'autres événements, ateliers, animations, mais là, on est aussi sur, je vais y venir après, et ils sont aussi en attente, mais c'est moins important. C'est pas la majorité du public et c'est plutôt important. On n'est pas sur un degré d'attente très fort de concerts ou de spectacles dans le musée. Et ensuite, l'offre virtuelle est aussi un peu en dessous. C'est 42% des Français qui attendent ce type d'offre. Donc, mais on l'avait vu que la pratique est plutôt faible, le degré d'importance, il est relatif. Voilà, donc là on retrouve, vous voyez, les visites avec enfants, les couples avec enfants, c'est 90% qui attendent ça. Et aussi ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de visiter régulièrement ou même jamais des musées. Les dispositifs numériques, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus les retraités. Il faut ramener du contenu dans sa visite et moins être avec son smartphone et autres, mais quand même amener du contenu numérique dans sa visite. On sait que les retraités sont des habitués aussi des lieux culturels. Un peu aussi la visite avec enfants. Et on retrouve là ceux qui ont l'habitude d'avoir des pratiques en ligne sur les musées et monuments. Et enfin, d'autres événements, ateliers, animations. Il y a des musées qui proposent maintenant plein de choses, soit liées à l'offre, soit complètement déconnectés avec des cours de yoga. Enfin, on peut faire plein de choses. Là, on retrouve aussi plus les jeunes, mais un peu les familles. Voilà, concerts aussi. On retrouve ceux qui ont plus l'habitude de faire des concerts. Et l'offre virtuelle, la demande, et surtout sur ceux qui ont des pratiques très régulières de pratiques en ligne sur les musées, mais vous aviez vu, ça représente que quelques pourcents. Voilà, et dernière question, et j'en ai fini, les projections pour 2023. Pensez-vous vous rendre dans des sites, musées, monuments, etc. Là, c'est sur l'ensemble. Donc, finalement, on voit que la fréquentation risque d'être similaire, voire même un peu plus souvent. 18% nous disent qu'ils vont s'y rendre plus souvent. Donc là, ça comprend les 15% qui n'ont pas de pratique culturelle. Donc forcément, sur le vous ne savez pas, en majorité, c'est ceux qui n'ont pas de pratique. Sur ceux qui ont des pratiques, le vous ne savez pas, il chute à 10%. Et la plupart, si je regarde sur ceux qui sont déjà venus en 2022, le plus souvent, vous l'avez au-dessus, au moins une sortie culturelle, ça monte à 25%, sont sûrs d'y aller plus souvent cette année. Donc on retrouve, les habitués vont revenir plus souvent, ceux qui venaient seuls, et aussi ceux on a vu, la pratique numérique augmente, donc ils vont aussi venir plus souvent. Donc on risque d'avoir une fréquentation similaire, voire un peu à la hausse. Voilà. Donc j'en ai fini. Voilà, c'est pour des premiers éléments de cadrage et on peut continuer la discussion si vous voulez après. Je suis désolé, on n'a pas assez de temps, il y a peut-être des questions, mais...